Comment les sucettes aident-elles à maintenir les soldats blessés en vie? Pourquoi les infirmiers camps militaires aiment-ils la superglue? Et pourquoi l'insigne de la Croix-Rouge était-il mortel dans le théâtre du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale? Au fil des années, les infirmiers militaires ont eu recours à des astuces étonnamment étranges pour sauver des vies, y compris la leur, que nous allons révéler maintenant. La sucette antidouleur. Dans chaque conflit, des personnes sont blessées ainsi que tuées. L'agonie causée par les blessures et le traumatisme infligé au corps est inimaginable. Au fil de l'histoire, les soldats ont utilisé divers antidouleurs pour rendre la souffrance plus supportable. L'alcool a été utilisé depuis la nuit des temps pour atténuer la douleur. Et à partir du 19e siècle, l'opium, et plus tard, son dérivé la morphine, étaient couramment administrés aux soldats blessés. Durant la Seconde Guerre mondiale, les infirmiers militaires administrèrent la morphine sur le terrain, avec une sirette. Il s'agissait d'une aiguille à usage unique, qui pouvait être injectée à un blessé sur le terrain, avant son transport vers un poste de secours plus avancé. C'était un moyen simple d'administrer un antidouleur, mais il présente néanmoins des inconvénients. Chaque seringue est de taille standardisée. Et même si les infirmiers pouvaient simplement injecter une dose moindre et étaient formés pour le faire, en pratique, c'était un dispositif standard pour tout le monde. Un excès de morphine peut entraîner la mort en ralentissant le cœur et en provoquant une défaillance des fonctions vitales. L'armée moderne a trouvé une solution à ce problème, les sucettes de fentanyl. Le fentanyl est un autre opioïde similaire à la morphine, mais il est beaucoup plus puissant. Lors de la récente guerre globale contre le terrorisme, les infirmiers militaires emportèrent des pastilles de fentanyl au lieu de sirettes de morphine, qu'on plaçait dans la bouche du blessé. Le type particulier de fentanyl utilisé est alors absorbé par la muqueuse buccale, ce qui procure un soulagement de la douleur beaucoup plus rapidement que la morphine injectée, souvent en moins de 10 minutes. Seul un quart du médicament est ainsi absorbé, le reste étant avalé et davantage décomposé par la digestion. Au total, seule une petite partie de la dose administrée est réellement absorbée par la victime. Ce système présente un autre avantage. Contrairement à la morphine injectée, la sucette permet un dosage bien plus facile à contrôler. Quand le médicament agit, le patient sédaté laissera tomber la sucette ou le secouriste pourra la retirer. Les rapports recommandent de fixer la sucette au doigt, avec du ruban adhésif pour pouvoir la remplacer ou la retirer si besoin. Une fois retiré de la bouche, le médicament n'est plus administré, ce qui aide à prévenir les surdoses. Cependant, il y a quelques inconvénients. Le patient doit être surveillé en continu pour prévenir les problèmes respiratoires, et il est conseillé aux secouristes d'avoir de la naloxone pour contrer le fentanyl en cas de complications. Les patients doivent également être surveillés pour éviter qu'ils ne mordent et n'avalent la pastille, ce qui augmente le taux d'absorption et peut entraîner une surdose. Et puisque la plupart d'entre vous sont probablement curieux, oui, les sucettes sont aromatisées, et elles existent au parfum citron blanc sucré et framboise. Superglue! Pendant la Seconde Guerre mondiale, le docteur Harry Coover travaillait sur un matériau pour une lunette de visée en plastique transparent, mais il a échoué et a créé à la place une substance. Cette découverte fut vaine sur le moment. Mais une décennie plus tard, Coover et ses associés ont redécouvert la formule en travaillant sur une verrière résistante à la chaleur pour un avion à réaction. En déposant un brevet en 1956, la substance a été appelée composition adhésive de cyanoacrylate catalysée par l'alcool, la superglue. Heureusement, on a fini par l'appeler simplement superglue, avant de la mettre à disposition du public. La superglue est très adhésive, et crée une liaison quasi parfaite entre les objets, comme le savent ceux qui l'ont déjà utilisé. Les infirmiers de combat ont vite découvert cette qualité adhésive. Faute d'autres options, les infirmiers de combat au Vietnam utilisèrent de la superglue pour refermer les plaies, stoppant les saignements, et maintenant le blessé en vie jusqu'à des soins plus avancés. C'était une solution improvisée, non officiellement recommandée, car la superglue n'était pas approuvée par la FDA pour traiter les plaies. Certains effets secondaires incluaient la contamination de la plaie et l'irritation de la peau. Cela dit, lorsqu'on est confronté à une blessure par balle ou par éclat d'obus, une légère éruption cutanée est probablement la dernière chose à laquelle on pense. L'utilisation de la superglue pour refermer les plaies était tellement efficace qu'en 1998, un composé dérivé a été approuvé pour un usage médical. Les pansements liquides, sûrs pour un usage médical, sont facilement disponibles pour civils et militaires, laissant la superglue pour les travaux manuels et réparations domestiques. Poudre de soufre et carapace de crevettes. La plupart des gens ont vu des films de guerre où un infirmier saupoudre une blessure de poudre avant de soigner un blessé. Quelle était cette substance et pourquoi faisait-il cela? L'infection a été le fléau des armées depuis la nuit des temps,
causant plus de morts que les blessures elles-mêmes. Ce problème a été maîtrisé avec l'introduction des antibiotiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis utilisaient de la sulfanilamide cristallisée et des comprimés de sulfadiazine, et chaque soldat recevait une dose à usage unique de chaque, ainsi qu'un bandage compressif. Le sachet de poudre de sulfanilamide cristallisée était vidé sur la plaie, recouvert avec le bandage, et le soldat prenait les comprimés. Ces mesures visaient à éliminer les bactéries présentes dans la plaie, et à prévenir les infections, et elles ont été en grande partie couronnées de succès. Les comprimés de sulfadiazine étaient déconseillés aux soldats avec des blessures abdominales, car les nausées et crampes d'estomac, effets secondaires fréquents, auraient aggravé leur état. De plus, la poudre de sulfa ne désinfecte que l'extérieur de la plaie, et fait peu pour prévenir l'infection en profondeur. Ce n'était pas une mauvaise idée, et c'était certainement mieux que rien, mais à la fin de la guerre, la poudre de sulfa a été progressivement abandonnée au profit d'antibiotiques plus efficaces comme la pénicilline. Aujourd'hui, les infirmiers s'attachent d'abord à stopper le saignement, puis traiteront les infections plus tard. Pour arrêter l'hémorragie, ils utilisent des procédures comme la pression directe, les garrots et des agents hémostatiques. Le kaolin est un minéral principalement utilisé dans la porcelaine, mais il sert aussi dans la fabrication du papier et du caoutchouc, ainsi que dans l'industrie cosmétique. Chitasan est un composé issu des coquilles de crustacés marins, comme les crevettes et crabes, tous deux possédant des propriétés hémostatiques, aidant à ralentir le saignement. La gaze traitée au kaolin, ainsi que les gels et poudres de Chitasan, ont été et continuent d'être utilisés aussi bien par les praticiens médicaux civils que militaires, y compris les infirmiers de combat. Dans les zones de combat, les infirmiers de combat emploient de la gaze au kaolin et des gels ou poudres de Chitasan, qui ralentissent le saignement bien plus efficacement que la pression ou les garrots, accélérant la coagulation plusieurs fois par rapport à la pression seule. Bien que l'infection soit une préoccupation, arrêter le saignement est une priorité bien plus importante, et toute infection pourra être traitée plus tard avec des antibiotiques. Insignes spéciaux, ou pas d'insignes du tout. En théorie, les infirmiers de combat sont considérés comme des non-combattants, et ne sont pas des cibles légitimes. Pour ne pas être ciblés par l'ennemi, ils portaient rarement des armes, arboraient des brassards, et peignaient un symbole reconnaissable, souvent une croix rouge sur fond blanc, sur leur casque. Lors de l'invasion de la Normandie le jour J pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers allemands capturés ont admis que les brassards utilisés n'étaient pas souvent visibles, donc des brassards encore plus voyants ont été utilisés. Certains infirmiers en portaient même un à chaque bras et peignaient la croix rouge sur leur casque, même s'il n'y avait aucun ordre officiel de le faire. Pour la plupart, les Allemands respectaient le statut de non-combattant des infirmiers. Mais tout le monde ne partageait pas ce sentiment. À travers le monde, les Japonais visaient spécifiquement les infirmiers, sachant que leur mort porterait un coup dur au moral des Américains. Cela a amené les infirmiers à ne plus porter de signes distinctifs, et beaucoup portaient aussi des armes, combattant avec les autres soldats. Cela pouvait violer la Convention de Genève, mais cela importait peu face à un ennemi qui ne la respectait pas. Après la Seconde Guerre mondiale, les infirmiers hésitaient encore à porter des signes distinctifs, comme les Japonais. Le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne visaient également les infirmiers, donc les brassards et les casques peints ont été abandonnés. Les hélicoptères d'évacuation médicale, appelés Dust-Offs, étaient peints avec la croix rouge, mais cela devenait simplement une cible pour le Viet Cong. Les croix ont été peintes, et les infirmiers ont rapidement appris à installer des mitrailleuses sur les huées pour évacuer les blessés, escortés par des hélicoptères de combat. Dans la guerre contre le terrorisme, les soldats en Afghanistan pensaient aussi que porter une croix rouge était un handicap. On pensait que ce symbole les faisait ressortir parmi les autres soldats, et que cela leur attirerait une attention particulière. Attirer l'attention sur un champ de bataille reste un bon moyen de réduire son espérance de vie. Aujourd'hui, c'est toujours un exercice d'équilibre. Les infirmiers veulent démontrer leur intention en tant que soignants, pas comme des guerriers. Mais ils ne veulent pas attirer l'ennemi, alors qu'ils doivent sauver des vies dans l'environnement le plus chaotique et destructeur.